Bonjour à tous, bienvenue dans ce Trends Talk. Nous allons parler ce week-end de réforme, une réforme des pensions qui a été présentée cette semaine, une réforme fiscale que l'on attend toujours et de grandes réformes qui sont nécessaires sans doute en 2024. Pour en parler, on reçoit Jean Hendrix, qui est professeur à l'UC Louvain, président de l'Economic School of Louvain, et aussi un grand spécialiste de la question des pensions. Vous avez notamment fait partie de la commission qui avait planché sur la réforme nécessaire en matière de pension, dont on peut dire qu'elle n'est pas tout à fait à la hauteur de vos travaux. La première question que j'ai envie de poser, donc Karine Lallieu, ministre des Pensions, et Alexandre De Croo et son gouvernement ont présenté une réforme des pensions qui est une réformette. J'ai envie de vous demander, est-ce que c'est vraiment une réforme ? Donc c'est bien un accord de gouvernement à l'unanimité, ce qui est d'ailleurs remarquable, mais ce n'est pas une réforme des pensions. Hein. C'est un peu comme cette image-ci, c'est à la Magritte. Image de Magritte, hein. ouais. Ceci n'est pas une pipe, ne nous méprenons pas, il ne s'agit pas d'une réforme des pensions, donc ça ne répond pas au défi du vieillissement et au défi du financement des pensions. Oui, parce qu'on dit que ça pourrait rapporter 0,475% du PIB à l'horizon 2070, je ne me trompe pas, alors que, de ce que j'ai lu, les derniers rapports parlent de près de 5% Voilà. de coût des pensions. Le comité d'études du vieillissement vient de sortir son rapport avec une estimation du coût qui s'approche des 5% du PIB. Il faut savoir que c'est basé sur une croissance de la productivité. Il suffit de baisser d'un demi-point de pourcent cette croissance du PIB et on augmente de 50% le coût du vieillissement, c'est-à-dire qu'on passe de 5 à 7,5%. Donc vous comprenez que cet effort qui est proposé ici de un demi-point de pourcent, c'est tout à fait dérisoire par rapport à l'enjeu qui est vraiment considérable derrière ce vieillissement. Et c'est un problème qui est là et qui va rester avec nous très longtemps. On ne s'en débarrassera pas, en fait. Le vieillissement, il est là, c'est quelque chose de structurel et on devait avoir une réforme structurelle. Ce qui est le plus surprenant, c'est que c'est M. De Croo qui lui-même avait initié cette commission de réforme de pension. Avec Frank Van Den Broek, lorsqu'il était ministre des Pensions, et il était conscient qu'il fallait faire une réforme structurelle à l'époque. On parle de 2014, la commission a remis ce rapport en 2014. Le rapport a été repris en partie par le gouvernement Michel. Rien de structurellement nouveau a été fait, et cette législature n'aura rien fait non plus. Donc c'est 2 législatures de perdues. Pourtant, on avait augmenté l'âge de départ à la pension à 67 ans, mais en fait quoi, c'est de la poudre aux yeux, c'est pas ça la vraie... Mais en fait, si vous regardez bien, c'est un magnifique exemple de procrastination, puisqu'on a décidé en 2015 qu'on augmentera en 2025, donc dans 10 ans, l'âge de la pension légale à 66 ans et à 2030 à 67 ans. Donc c'est une façon de décider, en fait, d'imposer au gouvernement suivant de ce qu'il doit faire. Mais ce n'est pas le gouvernement Michel qui lui-même a immédiatement implémenté ça. En fait, on décide qu'on fera ça plus tard. Et le gouvernement décide, on se rejette la patate chaude. C'est exactement ce que ce gouvernement dit. Il est conscient que la réforme ne va pas assez loin et il engage d'une certaine manière le prochain gouvernement à aller plus loin dans cette réforme. Mais comme ça, on peut durer très longtemps. Et on se retrouve dans ce que j'appelle un peu une tragédie des communs en matière de ressources naturelles partagées. C'est ce qui se passe souvent. On surexploite une ressource naturelle qui est partagée. Eh bien ici, notre sécurité sociale, avec la gestion globale, c'est une ressource partagée qui est surexploitée et qui est aujourd'hui mise en péril. Il faut à tout prix essayer de sauvegarder cette sécurité sociale et de l'utiliser avec une plus grande parcimonie. Oui, en fait, c'est comme si on considérait que c'était une source d'allocation sans fin, quoi. Voilà, un puits sans fond dans lequel on peut comme ça aller chercher et satisfaire en fait les exigences de tous. Or, il faut alimenter ce puits. Et aujourd'hui, ce puits, pour un tiers, le budget de la sécurité sociale, c'est 100 milliards. Eh bien, il y a près de 30 milliards qui sont ce qu'on appelle du financement alternatif et des subsides en fait, de l'État. Le financement alternatif vient des recettes TVA et les subsides de l'État, ce qu'on appelle les dotations, viennent du budget de l'État. Donc, ce sont des ressources qui sont retirées d'autres usages possibles. On a d'autres besoins dans la société. Oui, est-ce que, alors certains disent il faut augmenter le taux d'emploi. Le taux d'emploi, il y a une série de mesures qui devraient être prises pour l'augmenter à 80%, le fameux objectif à l'horizon 2030. Il y a aussi des mesures qui doivent être prises dans le cadre des fins de carrière. Ici, il y a un bonus pension de 20 et quelques mille euros qui est forfaitairement prévu pour soutenir ceux qui veulent travailler au-delà de l'âge de départ possible à la pré-pension, mais là aussi c'est peu de choses en réalité. Mais oui, imaginez que vous ayez une pension de 1 500 euros par mois. Donc pendant 1 an et demi, ça correspond grosso modo à ce que vous renoncez lorsque vous travaillez 1 an et demi en plus, c'est les 22 000 euros. Donc les gens ont bien compris qu'en fait, en continuant à travailler 3 ans en plus,
ils vont perdre plus en termes de pension qu'ils ne recevront pas que les 22 000 euros que leur promet. Les gens ne sont pas naïfs. En plus, ils peuvent partir déjà bien plus tôt. La plupart des gens sont partis, 3/4 des gens sont partis avant même de prendre leur pension anticipée. Comment allez-vous faire revenir sur le marché du travail ces gens-là? Et c'est toute la problématique des fins de carrière qui n'a pas été traitée par ce gouvernement. On ne relèvera pas le taux d'emploi de 80% si on ne relève pas les taux d'activité et les taux d'emploi après 55 ans. Or, pour le moment, ce n'est pas le cas. Il n'y a rien qui incite. Il n'y a pas d'incitation. On est le pays d'Europe où on a l'incitant le plus faible à poursuivre son activité en termes de gains financiers. C'est clair, au-delà de 60 ans. Et la plupart des gens partent dès qu'ils peuvent partir. Alors, dans cette réforme qui a été présentée, il y a deux éléments alors, qui sont à la marge, en tout cas pour l'instant, mais il y a des mesures qui concernent la péréquation pour les fonctionnaires, et il y a une mesure qui concerne une contribution du second pilier, si je ne m'abuse. Est-ce qu'on peut se dire que dans ces deux cas-là, on a avancé un petit pion qui permettrait peut-être ensuite de dire on a fait tomber un tabou, on peut avancer davantage? Mais on voit là un peu la stratégie d'équilibriste qui gouverne en fait cet accord à l'unanimité. Et chacun a réussi à obtenir son petit trophée. Et donc là, clairement, les socialistes ont réussi à taxer d'une certaine manière les pensions complémentaires. C'était ce qu'ils voulaient absolument faire. Et de l'autre côté, on a réussi, du côté de la droite, j'ai envie de dire, on a réussi à s'attaquer à un des privilèges du régime des fonctionnaires, à savoir cette péréquation. Et il faut le dire, c'est un privilège parce que ce système n'existe pas pour les salariés. C'est un privilège qui consiste simplement à avoir une liaison presque automatique des hausses de barèmes salariaux dans la fonction publique sur les pensions. Je ne parle pas d'indexation sur les prix, simplement d'une indexation de toutes les hausses de salaire dans la fonction publique qui sont répercutées presque automatiquement sur les pensions des fonctionnaires. Ça, c'est un régime, un privilège qui n'a plus beaucoup de sens aujourd'hui et je pense que c'est difficile pour les socialistes de bloquer cette suppression-là. Mais en même temps, c'est les pouvoirs publics qui en sont les victimes aussi parfois. Enfin, je veux dire, je pense que tant l'État que les pouvoirs locaux, etc., la Fédération Wallonie-Bruxelles avec les salaires et les pensions des enseignants, tout ça, c'est des charges énormes, en fait, non? Oui, tout ça sont des charges énormes. Il faut savoir que pour les pouvoirs locaux, ils ont la charge de leur pension. C'est ça. De leurs pensionnés. Ça, là, oui. Et donc, ce genre de mécanisme de péréquation, ça vient encore étrangler un peu plus les finances publiques des pouvoirs locaux qui sont dans une situation assez dramatique, en fait, aujourd'hui. Ils crient au secours. Ils crient au secours à la région wallonne, qui elle-même est dans une situation financière très, très compliquée. Elle a une dette de 35 milliards, équivalente à la dette de la Flandre. La Flandre qui a 2 fois plus d'habitants. Donc, la situation en termes de déficit de la région wallonne est aussi catastrophique. Et donc, elle ne pourra pas venir en aide aux pouvoirs locaux. Et donc, vous voyez tous ces phénomènes en cascade, en quelque sorte. On est dans le rouge un peu partout, du fédéral jusqu'aux pouvoirs locaux. Et ce genre d'indexation automatique de toutes les dépenses publiques, parce que c'est ça, c'est comme ça que marche le système belge. Toutes les dépenses publiques à tous les niveaux de pouvoir sont indexées automatiquement. Quand on traverse des périodes d'inflation comme on a connu, c'est catastrophique pour les finances publiques. C'est catastrophique. Et donc, on va devoir vraiment réfléchir à avoir un peu plus de modération dans les indexations que l'on accepte et celles que l'on plafonne. Et le dossier, par exemple, du plafonnement des indexations, au-delà de certains niveaux de salaire ou de prestations, n'a même pas encore été discuté. Mais on n'y échappera pas. On n'y échappera pas, c'est presque certain, cela. Puisque, de toute façon, les finances publiques sont dans le rouge. On ne peut pas tirer indéfiniment sur les finances publiques. Il faut à un moment donné que des personnes acceptent de financer cela. Jean Hendrix, on demande chaque semaine à notre invité de choisir un fait économique dont on n'a peut-être pas assez parlé, mais qui vous a marqué ou qui vous semble important et que vous avez envie d'épingler. Qu'est-ce qui vous a inspiré, vous? Ah oui, c'est un fait qui n'a certainement pas fait l'actualité en Belgique, mais c'est le décès de Bob Lucas. Alors, qui est Bob Lucas? C'est un prix Nobel d'économie américain qui est décédé le 15 mai. On n'en a pas beaucoup parlé, mais qui est très intéressant pour la Belgique parce qu'en fait, c'est celui qui a développé la théorie de ce qu'on appelle la croissance endogène. Pour faire très simple, il a montré l'importance de l'innovation et du capital humain dans la prospérité et dans la croissance économique. Et pourquoi c'est important? Parce qu'avec cette théorie, on n'a plus la convergence automatique de tous les pays. L'idée avant, c'est que des pays qui sont à un niveau de développement plus faible vont inévitablement rattraper les pays qui ont un développement plus élevé. Idem, les régions en retard vont mécaniquement rattraper les régions en avance. Et ce n'est plus vrai. Avec cette nouvelle théorie, si on n'investit pas dans le capital humain, si on n'a pas de l'innovation, on peut rester très longtemps et durablement en retard de développement. Et je pense que ça parle très franchement à la Belgique, avec des écarts
de développement entre régions qui reste malheureusement beaucoup trop grand pour avoir une cohésion sociale dans ce pays. Donc c'est un signal à la Wallonie aussi, singulièrement, et à Bruxelles aussi d'ailleurs. Et par la même occasion, un jour plus tard, le 16 mai, après le décès de Bob Lucas, on a l'apparition des résultats du test international Pearl, du niveau de nos élèves de 4e primaire en lecture, et nous sommes en bas de classement. Nous sommes après la Turquie. Et ça devrait aussi nous interpeller. On est en train de parler de développer des cours de sexualité en 6e primaire, on est en train de parler on a changé les rythmes scolaires en primaire et en secondaire. Mais qu'allons-nous faire pour relever les niveaux de maîtrise de la lecture? On est très très mauvais dans la lecture de textes documentaires. Or, la maîtrise de la lecture, c'est le premier pas vers l'apprentissage de la connaissance. Ça devrait être un enjeu majeur. Non, pas que d'excellence, il y a encore du travail à accomplir pour que le mot excellence ait droit de citer. En réalité. Oui, mais ça concerne aussi la Flandre. La Flandre est très très mal classée dans ce niveau de lecture. Alors Jean-Hendrix, on a parlé de cette réforme des pensions. Ceci n'est pas une pipe, ceci n'est pas une réforme. Il y a une autre réforme qu'on attendait qui était le gros morceau. Enfin, les pensions, c'est déjà un sacré morceau, hein, tel qu'on en a parlé, mais qui était la réforme fiscale. D'abord, est-ce que vous pensez qu'il y a encore quelque chose, un lapin qui peut sortir du chapeau? Et deux, c'est quoi l'enjeu réel? On parle souvent qu'il faut diminuer les charges sur les bas et moyens salaires, sur les revenus du travail, pour avoir peut-être une contribution davantage équilibrée, notamment du capital. Est-ce que c'est ça l'enjeu? Oui, je pense qu'un enjeu majeur, c'est d'avoir un meilleur équilibrage de notre fiscalité. Donc on a finalement des dépenses publiques qui pèsent lourd, plus de 50% de notre PIB. Il faut les financer, on les finance par l'imposition. Et cette imposition, pour qu'elle pèse le moins possible sur les gens, il faut qu'elle soit répartie le plus également possible et proportionnellement aux capacités contributives de chacun. Et là, très clairement, on a un problème parce que cette fiscalité est beaucoup trop concentrée sur les gens qui sont au travail, pas assez concentrée sur les revenus du capital. Ça, c'est déjà une question taboue, évidemment. Et cette fiscalité, elle n'est pas assez large au sens du terme, c'est-à-dire qu'il y a trop de niches et trop de moyens, en quelque sorte, de contourner ou d'éviter l'impôt. Donc, un exemple très simple, pour faire le lien avec les pensions, on a 10% de pensionnés en Belgique qui sont des exilés fiscaux. Donc, qui ne paient plus d'impôts. En Belgique, qui reçoivent une pension belge, mais qui ne paient plus d'impôts en Belgique. Ces personnes restent assujetties à notre système de sécurité sociale. C'est-à-dire que si elles ont besoin d'une intervention hospitalière ou autre, elles peuvent revenir et se faire soigner. Et donc, ça pose quand même certaines questions. D'accord ? Ces chiffres sont connus, ces chiffres ont été reconnus. En termes de contribution. Mais pour vous donner un exemple, je ne veux stigmatiser personne, mais il y a comme ça toute une série de niches et de choses qui sont des anomalies aujourd'hui. Parce que ça, c'est ce que j'appelle une double non-taxation. Parce que ces personnes qui vont, par exemple, s'installer au Portugal ne sont pas non plus taxées au Portugal. Ce qui est injuste vis-à-vis de personnes qui gagnent probablement moins au Portugal et qui doivent payer un impôt au Portugal. Et donc, en termes de justice fiscale elle-même, je m'étonne qu'on ne s'insurge pas contre ce genre de privilèges ou de situations qui sont des anomalies. Donc, essayons déjà de supprimer toutes ces niches fiscales qui n'ont plus aucune justification. Essayons aussi d'avoir une fiscalité qui soit plus verte. C'est que c'est facile à dire, ça cache beaucoup de détails et tout, mais on sent bien qu'au niveau de la voiture de société, il faut faire quelque chose. Ça reste une anomalie. Je sais que c'est compliqué parce qu'on a des difficultés à recruter, on a des situations de pénurie, et donc si on enlève certains des avantages, on se dit que ça va être encore plus difficile de recruter, mais on peut offrir des alternatives, très clairement. Donc cette fiscalité, par exemple au Danemark, il faut savoir qu'à peu près 16%, si je ne m'abuse, du coût des pensions est financé par une fiscalité verte. Ouais. Donc, il n'y a pas de raison non plus de financer toutes nos pensions, qui est une des plus grosses dépenses, mais bien d'autres, les dépenses de la sécurité sociale, via une fiscalité ou des cotisations à la sécurité sociale. On peut trouver des financements alternatifs intelligents. Sur la TVA, il faut aussi réfléchir sur une espèce de TVA qui soit un peu plus juste et qui tienne compte de la réalité des uns. Ça se trouvait dans les propositions, le fameux passage de la TVA de 6 à 9%, on a vu que ça a cassé les dents là-dessus. Et avoir un objectif global de baisser quand même notre fiscalité, parce que quelque part, ça étrangle l'initiative, ça étrangle les entreprises qui essaient de créer de la richesse. Et donc, avant de toujours parler de distribuer la richesse, il faut aussi, en amont, réfléchir comment créer de la richesse dans le monde d'aujourd'hui et laisser les initiatives se faire et ne pas taxer immédiatement dès que quelqu'un récolte en quelque sorte le fruit de son travail. C'est ça un peu la réalité. Donc, un tax shift reste quand même d'actualité. Il n'a pas encore vraiment été... Vous y croyez encore pour cette législature ?
Vu la tension et la fragilité de ce gouvernement, je doute. Pourtant, une commission a remis à nouveau, comme la commission de pension, un travail très détaillé, très bien structuré, rigoureux, avec des propositions claires. Mais je crains que cette commission va encore déchanter comme la commission pension avait déchanté à l'époque. Mais bon, alors, on parle de 2024, on sait que l'enjeu va être important. Le sentiment qui est peut-être pas assez perçu pour le moment, mais la réalité, c'est peut-être que le contexte budgétaire va être cataclysmique, en fait. Est-ce que c'est pas, quand on parle de renvoyer la patate chaude, mais qu'en début de prochaine législature, l'effort à réaliser sera tel que les réformes, elles seront compliquées en réalité? Oui, je crois que les gens vont devoir se rendre compte que l'État n'a plus la capacité, en fait, d'assurer toutes les promesses et tous les cadeaux, j'ai envie de dire, tous les services qu'il offrait jusqu'à présent. On va rentrer dans une période de rationalisation, n'appelons pas ça encore du rationnement, mais de rationalisation forcée. Ça ressemble très fort, j'aurais envie de dire, à la crise énergétique. On nous a demandé de baisser le thermostat. On va devoir baisser notre thermostat individuel et nos exigences, en fait, en termes de pouvoir d'achat, de compensation, d'indemnité, etc., à tous les niveaux. Évidemment, c'est souhaitable que ceux qui ont le plus de moyens baissent leur thermostat et leurs exigences à un plus grand degré que ceux qui ont moins de moyens. Il faut protéger les plus vulnérables et les plus fragiles. Je pense par exemple aux familles monoparentales, dont on parle encore trop peu, qui sont les principales, en fait, personnes victimes de la pauvreté dans ce pays. Et 80% des familles monoparentales, on ne le dit pas assez non plus, ce sont des femmes avec des enfants. Donc il faut protéger ces publics-là. Et donc il faut aussi avoir des mesures qui sont beaucoup mieux ciblées. Donc si on veut faire des aides énergétiques, comme on a fait des boucliers pour protéger contre la crise énergétique, parce qu'on n'est pas protégé, la crise énergétique de l'hiver prochain, aucune personne ne peut venir nous garantir qu'on ne va pas revivre la même crise. Et donc il faut mieux protéger et mieux cibler ces aides. On a saupoudré, on a donné des aides avec des effets d'aubaine considérables à des gens qui n'en avaient pas besoin. J'ai moi-même reçu des aides alors que je ne vois pas pourquoi je devais recevoir ces aides. Je pouvais très bien m'en passer. Et c'est ça un peu le drame aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas cette volonté en fait de dire on va être beaucoup plus sélectif dans les aides et essayer de concentrer les aides là où elles sont plus nécessaires, plutôt que d'avoir en fait des distributions universelles et uniformes à tous. Ce qui ne fait pas beaucoup de sens. D'électoralisme permanent ou Mais ça n'a pas beaucoup de sens parce que finalement, il faut aller le récupérer en taxant ailleurs cet argent qui est dépensé. Et donc, pour l'instant, ce qu'on fait, c'est effectivement, on vit à crédit. On vit à crédit. La dette publique belge s'emballe. Et donc, on est maintenant à un niveau de dette publique quand même qui est assez effrayant. Donc, il est dépassé largement les 500 milliards. Et au niveau des entités fédérées, on est à 100 milliards. Donc, Fédération Wallonie-Bruxelles, 10 milliards, bientôt 15. Sa dette a été multipliée par 3 en 10 ans, la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui a quand même une mission fondamentale d'assurer l'enseignement et l'enseignement obligatoire. Donc on doit vraiment quand même se poser la question, et qui vit sur des dotations plus ou moins fixes, au prorata du nombre d'étudiants. Donc si le nombre d'étudiants n'augmente pas, on n'aurait pas beaucoup de hautes dotations. Donc comment on va faire pour financer tout ça? Ça devient vraiment interpellant, et je pense qu'on doit accepter de pouvoir en fait modérer en fait ces exigences. Et j'insiste, ceux qui ont plus de revenus doivent accepter, avoir une plus grande tolérance à cette rationalisation. Avec en toile de fond un retour peut-être des démons communautaires, parce que forcément, dans le contexte belge, on sait que ce genre de considération n'est jamais exempte de tensions nord-sud, avec la vache à lait flamande parfois qui en a marre de payer pour la Wallonie et Bruxelles. Oui, et c'est surtout les écarts dans les taux d'emploi qui font beaucoup polémique, parce qu'on parle de ce fameux chiffre de 80% qui n'est pas réaliste. On n'est pas à 80% de taux d'emploi, mais c'est surtout des écarts de près de 10 points entre la Flandre, la Wallonie et Bruxelles. Donc il faut d'abord, je dirais, regarder dans son jardin ce qui ne va pas et accepter qu'on est en retard. On est en retard en Wallonie, on est en retard à Bruxelles sur le taux d'emploi, même si ça augmente légèrement, on est en retard. Et on a un gros problème de pénurie. Donc on doit se poser des questions. Est-ce que le Forum est vraiment un organisme qui fonctionne correctement? On y met 3,4 milliards dans le Forum. Et est-ce que le travail qui est fait de formation, de remise à l'emploi est adéquat? Comment se fait-il qu'on a autant de pénuries, en fait? Comment est-ce possible? Le lien entre la formation et le monde professionnel, formation... Et ça doit impliquer aussi l'enseignement et tout ce qui est la formation de l'alternance. Mais on scinde chez nous, dans le côté francophone, ce qui est formation d'un côté et ce qui est l'enseignement de l'autre. Ça paraît tout à fait surréaliste, parce que
On comprend bien que dans le monde d'aujourd'hui, les deux doivent fusionner, faire des synergies et tout faire pour que les personnes qui sont en demande d'emploi puissent avoir les compétences le plus rapidement possible qui sont nécessaires pour accéder à l'emploi. On a des chômeurs, la moitié de nos chômeurs en Lodi sont des chômeurs de longue durée. On peut se poser la question de leur employabilité. Il faut absolument les remettre dans des formations et des malades de longue durée qui explosent en plus maintenant. Et les maladies de longue durée, mais là, ça repose d'autres questions aussi, d'une responsabilité commune, des médecins aussi là-dedans. On sent bien que tout n'est pas du patient et de l'employeur dans tout ça. Enfin, il faut vraiment retravailler sur les responsabilités communes. C'est pour ça que j'avais pris cet exemple de la tragédie des communs, c'est qu'il y a une forme de déresponsabilisation collective. En quelque sorte, on considère que ce n'est plus notre problème, en fait. La dette de l'État, le déficit de l'État, la sécurité sociale et son trou de son déficit, ce n'est plus notre problème. Nous, tant qu'on peut se servir, ça tiendra le temps que ça tiendra. C'est presque une considération philosophique. Alors on demande chaque semaine à notre invité de choisir un fait culturel, un rendez-vous culturel qu'on pourrait suggérer à nos téléspectateurs pour ce week-end. Il y a un peu de ça, un peu de philosophie dans ce que vous allez proposer. Ben oui, et donc j'ai malheureusement appris le décès de Milan Kundera, qui était cet écrivain d'origine tchèque. Grand monsieur. Et qui a beaucoup inspiré ma jeunesse, en fait, et en partie une partie de la trajectoire de ma vie. Il y avait ce livre, La plaisanterie, qui m'a beaucoup marqué, et que je trouve vraiment toujours d'actualité sur les régimes totalitaires, quand oui, on regarde... Et par rapport à certaines choses qu'on voit dans l'actualité. Et je ne voulais pas faire le parallèle avec l'actualité et la réforme des pensions, ou l'accord de pension. Ceci n'est pas une plaisanterie, mais c'est vraiment un auteur à lire et à relire qui d'ailleurs a été perfectionniste, ce que j'aime bien chez lui. Donc il a appris le français pour écrire lui-même, pour vérifier que les traductions de ses œuvres étaient correctement. Il a vécu longtemps à Paris, mais il y a ce perfectionnisme chez cet auteur qui est assez remarquable. Il y a aussi cette insoutenable légèreté de l'être qui pourrait être quand même aussi une toile de fond de beaucoup de discours. Ouais. Il y a une affaire d'analyse que l'on fait. Hein. Ouais. C'est vrai que tout à fait. Cette légèreté par rapport à beaucoup de choses qui sont quand même assez fondamentales, en fait. Et que ce soit au niveau climatique, d'ailleurs, au niveau de la guerre qui est à nos portes, au niveau de la crise énergétique et au niveau de la démographie. Donc ce sont des choses, ne parlons pas de la migration. Enfin, donc, tout ça sont des enjeux, ce n'est pas nécessairement des problèmes, c'est vraiment des gros enjeux, il faut les traiter sérieusement, en fait, voilà. Au-delà des petites querelles ou de la rhétorique politique. Il y a un décalage quand même qui est de plus en plus difficile à accepter au sein de la population entre le discours politique, les petites querelles politiques et la difficulté ou la réalité des enjeux auxquels les gens sont confrontés. Il y a un enjeu dont je n'ai pas parlé, c'est la santé mentale, par exemple. C'est un véritable enjeu chez nous. Vous avez parlé des burn-out. Oui, mais il y a aussi chez les jeunes un gros problème de santé mentale qu'on ne traite pas. Parce que vous êtes justement professeur, donc président de l'Economic School of Louvain, ça veut dire quoi? Que là, vous le percevez, ou en tout cas dans les milieux... Ah oui, mais avec la crise Covid, on a eu toute une série d'enquêtes qui ont démontré que c'était les principales victimes en termes de santé mentale, c'était les jeunes. Et donc, il faut quand même savoir que la santé mentale, la deuxième cause de mortalité chez les jeunes, c'est le suicide. Donc ce sont des problèmes de santé mentale, au départ, ou de mal-être. Et ça n'est pas traité, en fait. Ça n'est pas traité. Donc j'ai quand même, si je voulais être un petit peu sévère, je dirais que j'ai l'impression de vivre dans une société avec une solidarité vieillissante qui se fait sans les jeunes et presque contre les jeunes. Et donc j'invite vraiment les jeunes à s'impliquer maintenant dans tous ces débats de société. L'histoire des pensions, ça les concerne. Le climat, ça les concerne. Et ils s'engagent, j'en suis ravi. Mais sur ces dossiers politiques, il faut qu'ils reprennent une partie du pouvoir, en fait. Parce que c'est quoi? C'est une espèce de sentiment qui prévaudrait d'un no future. À l'époque, on en parlait à l'époque du mouvement punk. Hein, c'était une espèce de désillusion. Mais c'est vrai qu'ici, aujourd'hui, on parle de la finitude du monde, en réalité. On parle de ça, on parle de déclin, on parle d'insécurité, de guerre. Enfin, oui, il y a quand même ces discours qui circulent qui ne font pas du bien au mental de nos jeunes. Hein, et donc, on a l'impression que nos jeunes sont poussés un peu dans leur dernier retranchement, à se dire profitons-en le temps qui reste, voyageons et faisons un sabbatique. Je termine à peine mes années. On voit beaucoup ça, des jeunes qui veulent, avant qu'il se fasse trop tard, en fait. Avant qu'on ne puisse plus voyager, avant qu'on ne puisse... Vous voyez, cette peur d'être réenfermé à nouveau. Donc, je pense qu'on ne fait pas assez attention à ça, vraiment pas assez. Et donc, je parle avec vous, mais je parle aussi avec les auditeurs. Je pense qu'on a tous des jeunes, on fréquente les jeunes. Il n'y a pas que moi comme enseignant, on est des parents. Donc, on voit en fait cette espèce de mal-être qui existe. Parlons pas des réseaux sociaux, qui sont une espèce de caricature, où en fait, on devrait avoir une explosion de l'information, mais on a une explosion de l'ignorance. On n'a jamais eu autant d'ignorance, en fait.
C'est incroyable, avec autant d'informations disponibles. Ça, c'est un vrai paradoxe de notre société. Et est-ce que là où vous êtes dans une section qui prône quand même la liberté d'entreprendre, je présume l'esprit d'initiative, etc., est-ce que là vous vous dites il y a quand même un sursaut, notamment en Wallonie, par rapport à cette conception-là? On sait qu'on en a besoin, malgré tout, comme de pain. Au-delà de tout ce qu'on peut dire, il faut quand même créer de l'activité pour financer. Chez les jeunes, on sent, donc chez les jeunes étudiants, on sent cette envie d'être entrepreneur, en fait, d'être maître de son destin. Ça, c'est positif. Et ça, c'est positif, mais parce qu'il y a une espèce de, j'ai envie de dire, de malaise vis-à-vis de grands groupes, en fait, de gros employeurs, où on est un peu une étiquette, on n'a rien à dire, il y a une énorme hiérarchie verticale, y compris dans l'administration publique, qui ont beaucoup de mal à recruter aussi. Donc, ce sont une espèce de grosses hiérarchies verticales qui ne correspondent pas du tout à leurs aspirations. Donc, ils veulent du local, du concret, et un contrôle, un vrai contrôle. Donc, démarrer des petites spin-offs avec de l'économie circulaire, avec une série de choses, avec une dimension aussi interdisciplinaire, travailler avec des gens d'autres domaines, plutôt que d'être mis dans un service spécialisé où c'est tous des économistes. Non, ils aiment mélanger avec des ingénieurs, des agronomes, des informaticiens, donc travailler avec d'autres compétences. Et par exemple, on voit se développer actuellement, dans mon université, mais je suppose dans d'autres, des mémoires partagées. Ça, c'est très intéressant, où des gens de l'école polytechnique font un mémoire commun avec des économistes ou même avec donc une pluridisciplinarité qui et ils travaillent sur un projet. Ouais. Et ils mettent ensemble leurs compétences autour d'un projet. Donc, par exemple, on a eu le cas d'un étudiant qui a mis en place une espèce de plateforme Internet pour faire ce qu'on appelle de l'investissement durable. Donc, permettre aux gens de sélectionner leur portefeuille de manière efficace, sur base de critères qui ont été déterminés par du machine learning. Mais enfin, il s'est mis avec quelqu'un compétent pour le faire, et donc ils ont développé ça, ils ont levé des fonds, et voilà. Et c'est un mémoire qui a été fait conjointement entre l'Economic School of Louvain et l'EPL à Louvain. Mais ce genre de partenariat prend vraiment... Ça donne de l'espoir, ça, quand même, on se dit, par rapport à l'avenir de la région, ou même... Ah oui, et il y a aussi un déplacement de ce qu'on appelle les Erasmus, qui sont plutôt, j'ai envie de dire, du tourisme académique, mais ça reste dans le milieu académique, vers des stages professionnels. Donc, de plus en plus un intérêt croissant pour des stages, en fait. Et même maintenant, les étudiants voudraient qu'on développe des espèces de, comment on pourrait dire, des activités utilitaires au niveau du bac. Donc, dans des associations, dans des groupements autour de choses précises. Donc, la Wallonie, c'est de développer ça. Et donc, en fait, c'est de décloisonner, fondamentalement, de vraiment ouvrir les portes de l'université, des auditoires, au monde de l'entreprise, au monde de la création artistique, etc. Donc, ça, c'est quelque chose qui est très poussé. Et on a l'impression que les universités, alors on le sait, et elles sont présentes dans le processus, on a parlé avec les centres de compétences, plan Marshall et autres, mais en tout cas qu'elles ont un rôle central à jouer, a fortiori dans une époque telle qu'on l'a décrite, et peut-être aussi avec l'intelligence artificielle qui arrive et qu'il va falloir canaliser, maîtriser voilà. Et embrasser aussi. Exactement. Donc c'est bien que vous en parliez parce que ce qu'on appelle l'école de Louvain, c'était un peu à la pointe du développement de toute cette intelligence artificielle, et c'est important de garder aussi un certain contrôle là-dessus et de pouvoir, en fait, j'ai envie de dire, cautionner ou ne pas cautionner certaines choses. Donc, il nous faut ce que les anglo-saxons appellent des gatekeepers, des contrôles, en fait, de tout ça. Et donc, l'université reste un endroit privilégié, il faut le reconnaître, on est des privilégiés, où on peut encore assurer ce contrôle, en fait. Mais les partenariats entre le monde académique, le monde de l'entreprise et le gouvernement, donc quand vous parlez d'une commission, par exemple, de réforme des pensions, ce sont principalement des académiques qui ont contribué à titre gratuit, mais c'est service à la collectivité, donc service public, à essayer de réfléchir à organiser un système qui soit le système qui puisse tenir la route et assurer nos pensions pour les générations qui suivent, en fait. C'est un héritage qu'on a eu, ce qu'on appelle une fameuse cathédrale sociale, construite par les syndicats, en fait, et les travailleurs, qu'il nous faut préserver comme une ressource naturelle qu'il nous faut préserver. Donc on doit lutter contre ces formes de tragédie des communs, en fait. Eh bien, Jean Hendrix, merci beaucoup. On devrait écouter beaucoup plus des voix comme la vôtre, je trouve. Merci pour cette lumière sur tous ces sujets d'actualité. Merci à tous d'avoir suivi cette édition du Trendstalk et à la semaine prochaine.